duel du dimanche soir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Yves Tréhard, éditorialiste politique à BFM, qui nous rejoint et qui va débattre ce soir avec Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée. Bonsoir Yves, ravi de vous retrouver. Bonsoir Monsieur Tanguy. Bonsoir Monsieur Fauvel. Je précise pour nos téléspectateurs, et c'est important sans doute pour qu'ils comprennent les échanges que nous aurons ce soir, que vous êtes l'un des plus proches de Marine Le Pen, l'un des plus fidèles de Marine Le Pen, et que vous êtes aussi l'un des artisans du probable, du futur programme du Rassemblement national. Vous êtes notamment l'un de ceux qu'on entend le plus à l'Assemblée nationale quand il s'agit de travailler les dossiers. Autant avoir quelqu'un qui peut nous parler de la forme et du fond. On va parler tout d'abord, Yves, du choix de Marine Le Pen, qui a donc décidé d'être candidate à l'élection présidentielle au soir de sa condamnation en appel et au soir de son pourvoi en cassation dans l'affaire qui lui a valu donc cette condamnation en appel pour détournement de fonds publics. Est-ce que vous comprenez sa décision ou est-ce que vous estimez qu'elle prend un trop gros risque ? Non, moi je la comprends, sa décision. Elle est surprenante parce que pour le coup, elle ne fait pas ce qu'elle a dit. Parce que si vous vous souvenez, c'était au micro d'ailleurs de BFM TV de Marie Chantret, elle avait dit si jamais même avec un bracelet électronique, je dois faire campagne, je renoncerai. Parce que c'est le risque, hein, si la décision de la Cour de cassation tombe avant la présidentielle. Après, il faut comprendre pourquoi finalement, elle a changé de posture. Et à mon avis, il y a une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté, c'est le fait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant les Français en acceptant d'être coupable d'un détournement de fonds, puisque c'est de ça dont il s'agit, en faveur de vrais faux, je sais pas comment il faut les appeler, assistants parlementaires. Et ça, c'était pour elle quelque chose qui me paraissait absolument impossible. Tout comme d'ailleurs, et alors là, pour le coup, elle se mettait en conformité avec ses propos en disant, bon, avec un bracelet électronique, c'est pas tout à fait, c'est pas très pratique. Du coup, eh bien, elle décide, puisque la peine d'inéligibilité est caduque, elle a été rendue nulle, eh bien, elle a décidé d'y aller, et c'est ça qui c'est très intéressant, parce que, pour le coup, là, elle prend un risque. Elle prend le risque que, effectivement, eh bien, d'ici au mois d'avril prochain, la Cour de cassation se prononce, même si, il faut le dire, c'est très peu probable. Elle prend un risque, Marine Le Pen. Sarah Knafo, aujourd'hui dans le Parisien, dit avec son pourvoi, elle place de facto la campagne présidentielle dans la main des aléas judiciaires. Elle fait même référence à la campagne compliqué de François Fillon il y a quelques années, qui lui aussi avait connu des bouleversements judiciaires pendant sa campagne. Est-ce qu'elle prend le risque de vous emmener à la défaite ? Non, pas du tout. J'ai pas très bien compris ces déclarations de Sarah Knafo, qui soutient un candidat qui a le droit d'être candidat, hein, Monsieur Zemmour, multi-condamné définitivement, qui peut être condamné et pris dans une procédure judiciaire à tout moment par ses multiples déclarations. C'est très étrange de reprendre l'argument de Monsieur Attal ou de Monsieur Mélenchon pour Sarah Knafo. Je pense que Mme Knafo est très déçue que Marine Le Pen puisse se présenter. Elle va devoir faire avec. Mais c'est pas une raison pour utiliser les arguments des ennemis de notre famille politique. C'est que j'ai pas du tout compris ces déclarations. Je pense que Sarah Knafo les regrettera très vite. Mais Marine Le Pen ne fait courir que le risque de la victoire. C'est une candidate expérimentée, qu'elle soutient évidemment de notre base électorale, mais au-delà de notre base électorale, de beaucoup de Françaises et de Français qui la connaissent bien. Or, compte tenu des difficultés que traverse notre pays, de tous les débats de fond qu'on va avoir, et j'espère qu'on va les avoir, et qu'on va quitter les bas-fonds de nos adversaires politiques, Marine Le Pen est parfaitement légitime. Néanmoins, vous reconnaîtrez qu'elle prend... Factuellement, elle prend quand même en otage d'élection. C'est-à-dire que, si jamais elle est rattrapée par la Cour de cassation, et alors, cela dit, c'est là où je voudrais vous entendre, si elle est rattrapée par la Cour de cassation, qui là, pour le coup, eh bien, elle est rattrapée, c'est elle qui a accepte, bien sûr, mais accepte l'arrêt de la Cour d'appel et décide qu'elle doit avoir donc du coup le bracelet électronique. Est-ce qu'elle continue à faire campagne ou est-ce qu'elle passe la main à Monsieur Bardella? Non, mais elle continue, mais ce sera en toute fin de campagne. Alors déjà, Marine Le Pen ne va pas subir la Cour de cassation, c'est elle qui se pourvoit en cassation, c'est Marine Le Pen et les autres prévenus qui font ce choix de défendre leur innocence jusqu'au bout. Ils sont présumés innocents, ils vont défendre leur innocence et leur bon droit. C'est pas une prise en otage, c'est l'exercice des droits de la défense. Mais j'ai entendu ce que vous dites à Yves Tréhard, Jean-Philippe Tanguy, vous nous dites, même si c'est dans les derniers jours, elle ne se retirera pas au profit de Jordan Bardella. Dans les derniers jours, par exemple, ou dans l'entre-deux tours, il y a le débat. Oui.
elle pourrait aller au débat avec un bracelet Oui, électronique. si malheureusement ça devait être le cas, on s'arrangera avec cela. Je ne crois pas que ce sera le cas, voilà. Mais si ça devait être le cas, on s'arrangera avec cela. C'est pas très grave. Marine Le Pen, évidemment, parlait de devoir faire des mois et des mois de campagne avec bracelet. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été surpris, pas forcément Monsieur Tréhard, mais d'autres commentateurs, par le fait que Marine Le Pen n'accepte pas la peine, subisse cette infamie de notre point de vue. Et puis, après, que ce soit purgé et que donc, il y a 1 an de bracelet, en fait, ça ferait donc 6 mois, tatata. Et donc après, elle ferait 6 mois de campagne. Cela dit, elle aurait comme pu l'a dit faire M. Tréhard, oui, mais sauf comme vous l'avez très bien dit, et vous avez un des rares qui a bien compris la psychologie de Marine Le Pen. Marine Le Pen est très attachée à la justice, à son innocence et à son droit de défendre son innocence. Parce qu'elle aurait pu faire ça. Elle aurait pu aussi avoir le raisonnement suivant en disant, bon, je conteste, je n'accepte pas la légitimité de la décision de la cour d'appel. Néanmoins, eh bien, les Français m'attendent. Je me mets dans sa peau. Les Français m'attendent. J'accepte la décision. Comme ça me permet, eh bien, de purger cette histoire de bracelet électronique, parce qu'on sait qu'avec les remises de peine, ça n'aurait pas duré 1 an, et que comme ça, en fin de campagne électorale, elle aurait été davantage libre de ses mouvements, tandis que là, elle prend un risque. Oui, mais actuellement. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit un risque, mais j'entends le propos. Pour nous, c'est du cynisme. Et Marine Le Pen n'est pas cynique. Elle fait courir un risque à votre mouvement, quand même. Je ne crois pas, parce qu'elle va être candidate avec Jordan Bardella en binôme. Ils vont être très efficients. Si la Cour de cassation ne reconnaît pas notre bon droit, eh bien, il y aura une petite mésaventure en fin de campagne. Tout ça n'est pas très grave. Petite mésaventure. Oui, parce que ce sera de savoir est-ce qu'on met le bracelet, est-ce que vous imaginez quand même un président, ou une présidente en l'occurrence, de la République, c'est pas encore le cas, mais si jamais elle était élue, qui part à l'Élysée, qui entre à l'Élysée avec un bracelet électronique. Mais ça serait une révolution, je veux dire, des consciences. Ça serait incroyable. Ce serait en fait juste un problème de calendrier par rapport à M. Chirac. Non, mais laissez-moi finir. Par rapport à M. Chirac, qui lui avait vraiment joué la montre de manière assez grossière, avec ça s'était bien passé pour lui à l'époque, et à la fin, là c'est une différence de calendrier. Mais écoutez, de toute façon, cette affaire. Mais moralement, M. Tanguy, moralement, c'est quand même quelque chose qui peut être assez choquant. Non, vous mais je ne crois pas. C'est-à-dire que les Français auraient comme représentante une femme présidente de la République, mais qui aurait un bracelet. Les Français seront juges. Les Français et les Françaises seront juges, non pas de remettre en cause la décision de justice, mais de savoir si l'affaire dont on parle peut empêcher Marine Le Pen de les représenter légitimement. Surtout quand on connaît son discours. Mais, non, le discours justement, il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est pas de la corruption, parce que j'entends la gauche et que c'est de la corruption, c'est pas un fait de corruption. Il y a un désaccord sur le fait que les assistants parlementaires du RN devaient faire de la politique européenne, c'est la position de la justice jusqu'à présent. Désaccord qui a été tranché en première instance et en appel. Oui, c'est la position de la justice, oui, tout à fait. Nous, on n'est pas d'accord avec cette interprétation. Et les Françaises et les Français, cette affaire, ils la connaissent bien. Ça fait 12 ans qu'ils en entendent parler à toutes les élections. À mon avis, ils n'ont rien compris. Mais Si, moi je pense qu'ils ont bien compris. Moi je vois mes électeurs dans la Somme, ils ont compris. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils considèrent que c'est une affaire qui empêche Marine Le Pen d'être présidente de la République. Mais ça, on verra. Moi, c'est mon interprétation. Jean-Philippe Tanguy, ça n'engage que moi. Yves Tréhard, au lendemain de la déclaration de candidature de Marine Le Pen sur le plateau du 20h de TF1, Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont affichés côte à côte dans une ville de la Sarthe, la ville de La Flèche. Déplacement qui a dû être un peu écourté, raccourci d'une vingtaine de minutes, en raison de la présence de manifestants de gauche et d'extrême gauche venus dire leur mécontentement face à la décision de Marine Le Pen. Regardez. Yves Tréhard, est-ce que ça va se passer comme ça pendant toute la campagne ? À mon avis, ça va être comme ça tout le temps, parce qu'il y en a un qui va évidemment se servir de cela avec beaucoup d'amusement, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que là, il y a beaucoup de militants, il faut le savoir, de la France Insoumise. LFI, il y avait des écologistes également, mais les écologistes marchent pour beaucoup main dans la main avec la LFI, et à chaque sortie, elle va avoir droit à ça, c'est clair. Mais je dirais, c'est presque
contre-productif d'une certaine façon, parce que ça renforce l'idée qu'on peut pas faire campagne, que Madame Le Pen est toujours empêchée, et ça peut au contraire ressouder encore davantage son camp, même si, à mon avis, elle a un avantage certain sur tous ses autres concurrents, si on en croit les sondages en tous les cas. Sans langue de bois, Jean-Philippe Tanguy, c'était un moment difficile pour Jordan Bardella. Non, je crois la que passation de témoins, plan B, plan A, plan B. Non, c'est juste que si vous voulez, Jordan Bardella, et heureusement qu'il était là, s'était préparé en cas d'empêchement de Marine Le Pen. C'est une préparation lourde. Et forcément, il s'était préparé. Importante, mais oui, parce que sinon, ça n'aurait pas été sérieux. Si on dit aux Françaises et aux Français depuis 15 mois que Jordan Bardella est prêt à reprendre le flambeau, heureusement qu'il se préparait sérieusement. Moi, il se trouve que je l'avais vu quelques heures avant, effectivement, il était préparé à assumer cette lourde responsabilité. Donc, évidemment, humainement, c'était une responsabilité importante. Il se restructure pour être le plus rapidement possible et immédiatement, en l'occurrence le lendemain, avec Marine Le Pen. Il a fait une très bonne interview dans le journal que M. Tréhard connaît bien. On va en parler dans un instant. Mais juste un mot sur les manifestants, là. C'est quand même la géométrie très variable. Parce que leur candidat, M. Mélenchon, il est condamné définitivement. Je vous le rappelle, pour outrage, pour rébellion envers des magistrats, les forces de l'ordre. Il n'est pas empêché de se présenter. Non mais d'accord, mais il est condamné. Non mais là, c'est pas une question d'empêchement de présenter, c'est que cette espèce ces militants de gauche, énergumènes, qui s'estiment un droit supérieur à faire la morale au monde entier et à empêcher la principale candidate de l'opposition, défendent un candidat, mais c'est objectif, qui a été définitivement condamné. C'est surréaliste. Ce qui est intéressant dans le cas de Jordan Bardella, d'abord c'est un très jeune homme effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est la première fois aussi sous la Ve République, décidément avec le Rassemblement National, on n'a que des premières, que vous avez un ticket qui se présente à une élection présidentielle. Comme s'il y avait une hiérarchie d'ailleurs, je sais pas, vous avez la Croix de Lorraine, qui connaissait tous les discours du général de Gaulle. Le général de Gaulle a dit que sous la Ve République, il n'y avait pas de hiérarchie à la tête de l'exécutif, qu'il y avait un chef et un sous-chef, si je puis dire, le Premier ministre. Qu'est-ce qui va remporter entre elle et lui, je dirais, la bataille des idées? Parce qu'ils sont quand même ils pensent pas la même chose surtout. Non, mais heureusement que c'est pas des clones, sinon ils seraient pas complémentaires et ce binôme ne permettrait pas de couvrir un spectre politique qui, nous l'espérons, nous amènera à une majorité de Françaises et de Français. C'est notre espérance, c'est notre projet, sans mauvais jeu de mots, et c'est ce qu'on espère réaliser à travers cette candidature. Mais la présidente de la République, si les Français le souhaitent, c'est Marine Le Pen, c'est la chef de notre famille politique. Elle décide, il exécute. Là-dedans. Non, mais c'est pas aussi, comment dire, ce sera ce mot de Jacques Chirac envers Nicolas Sarkozy, qui à l'époque n'était pas Premier ministre, mais ministre de l'Intérieur. Effectivement. Ouais. Bon, c'était une période de tension. Et un peu... Juste avant le 14 juillet. Oui, et d'ailleurs, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'il allait prendre l'UMP à la barbe de M. Chirac. Je rappelle que Jordan Bardella a gagné le Rassemblement national avec le soutien de Marine Le Pen. Donc c'est pas du tout la même entente, c'est pas du tout la même optique. Et Jordan Bardella partage la quasi-totalité des orientations de Marine Le Pen par définition, mais il apporte sa patte. On va en parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est normal parce que si c'était des clones, on dirait qu'on est une secte. Ça, on laisse ça à Monsieur Mélenchon. Mais il y a des nuances, c'est normal. Je voudrais que vous nous disiez, puisque vous la connaissez bien, quel type de patronne, de chef est Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est extrêmement présente? Est-ce qu'elle est directive? Est-ce qu'elle est, ou au contraire, elle laisse faire? Et quand elle n'est pas d'accord, elle le dit après. Elle a une autorité sincèrement naturelle et surtout elle a une qualité très rare, c'est qu'elle laisse les talents faire leurs preuves ou pas. Voilà. Et je pense qu'on l'a bien vu avec Jordan Bardella. Je pense que c'est assez rare. Vous avez, sans vous flatter, une certaine expérience de la politique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre précédent où une personnalité politique de toute obédience, alors qu'elle a une grande influence comme l'avait Marine Le Pen, laisse prospérer et émerger une personnalité comme Jordan Bardella, qui peut même être plus populaire qu'elle dans certains sondages et dans une période de difficulté. Il n'y a pas d'autre exemple. J'ai cherché, avant de faire ce compliment à Marine Le Pen, pour que ce soit un vrai compliment et pas de la courtisanerie, et j'ai pas trouvé d'équivalent. Voilà. Et donc c'est vrai que Marine Le Pen laisse les talents prospérer et met à l'épreuve, et puis soit vous saisissez, d'ailleurs elle dit souvent qu'elle n'a pas, entre guillemets, fait Jordan Bardella, elle lui a laissé sa chance, et il s'est fait tout seul sous son autorité. Et je pense qu'objectivement, on peut reconnaître cette qualité à Marine Le Pen, qu'on soit d'accord ou pas avec le Rassemblement national, tous les débats sont possibles, mais objectivement, je connais pas beaucoup de personnalités politiques qui traversent une épreuve judiciaire, qui sont déclarées inéligibles et qui voient un talent à côté d'elles comme une opportunité, comme une chance, plutôt que comme un problème.
On peut dire objectivement que 99% des hommes politiques auraient coupé la tête du dauphin. Comment vous recevez l'idée? C'est une réflexion et une remarque qu'on entend souvent, comme quoi il a eu beaucoup de répétitions, Monsieur Bardella, et il répète ce qu'on lui a dit de dire. Non, je pense que c'est très injuste. Moi, c'est très injuste. Moi, les quelques fois où j'ai pu voir les séances de travail de Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de préparer ses émissions, ses interventions sur les sujets où on me reconnaît une compétence. Il peut appeler même des jours avant un discours ou une intervention importante. C'est quelqu'un de très consciencieux, qui a une grosse capacité de travail. Et d'ailleurs, il n'aurait pas réussi à son âge. Moi, je trouve que nos adversaires, si vous voulez, moi, c'est quelque chose qui me choque, sincèrement. Je vous remercie de poser la question. Parce que moi, je considère mes adversaires. Je considère les qualités de M. Mélenchon, je considère les qualités de M. Attal ou de M. Philippe. Et les reproches qui ont été faits à Jordan Bardella, alors qu'il a gagné 2 élections européennes, qu'il a gagné le premier tour des élections législatives, nos adversaires sont pas justes. Bon, alors, c'est une chance parce que ils nous sous-estiment et que donc c'est toujours ça de gagner pour nous parce que c'est toujours plus facile de prendre ses adversaires quand ils vous sous-estiment. Mais humainement, c'est pas très classe. Voilà, c'est pas très classe ce qu'ils font envers Jordan ou Marine d'ailleurs, parce qu'avant, ils ont traité avec beaucoup de misogynie Marine Le Pen. Cet après-midi, Jordan Bardella donne donc un grand entretien à un quotidien qu'Yves Tréhard connaît assez bien, je crois, qui s'appelle Le Figaro. Il revient à la fois sur la séquence politique et il se projette déjà sur Matignon, que lui a promis Marine Le Pen en cas de victoire. Sur la séquence politique, Jordan Bardella dit « Lorsque je lis les journaux et que j'écoute les commentateurs depuis mardi, j'ai l'impression d'assister à mon propre enterrement politique. Qu'il garde les pelles, je n'ai pas l'intention d'y participer à son propre enterrement politique. » On en parlait il y a quelques instants. Et puis il se projette donc dans l'après, dans la formation d'un futur gouvernement, et il dit « Ma responsabilité est de bâtir le programme, de former un gouvernement d'union nationale qui ne sera pas composé exclusivement de cadres ou de parlementaires issus du Rassemblement national. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui, Jean-Philippe Tanguy? C'est une vision importante, c'est une vision d'élargissement, c'est pas une vision sectaire, de rabougrissement, et c'est vraiment considérer, je pense que la rentrée politique en septembre en sera le témoin, que la France est dans une situation extrêmement difficile sur un nombre de sujets considérables, les finances publiques, évidemment, le pouvoir d'achat, le régalien, l'éducation, la santé, on l'a vu. Ça pourrait aller jusqu'à des femmes et des hommes de gauche? Vous accepteriez de les intégrer? Si vous voulez, il y a une gauche républicaine, il y a une gauche comment dire, qui peut aimer la nation, embrasser la nation. Bon, ils sont plus très nombreux. Je vais pas vous mentir, ce qu'on appelait les chevènementistes, ils sont pas en très bonnes conditions. Voilà, il y en a plus beaucoup. Mais bon, il peut y avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ont pu être marqués par un engagement de gauche, parce qu'il peut y avoir aussi de la société civile. Mais bon, les nommer aujourd'hui, ce serait leur mettre une cible dans le dos, et c'est pas le genre de la maison. À votre avis, si le Rassemblement gagne l'élection présidentielle, est-ce que LR ferme ses portes, enfin c'est le parti vole en éclats parce qu'il y a énormément d'élus ou de soutiens à LR qui passeraient du côté du Rassemblement national? J'aspire peut-être qu'il y a une nouvelle génération. Bon, je vous avoue que ce qu'on peut appeler les barons LR aujourd'hui, c'est pas très reluisant. Ils sont très compromis avec le macronisme ou ils sont très compromis avec le système. Bon, les Xavier Bertrand, les Jean-François Copé, les Valérie Pécresse, je vois pas trop ce que ça peut apporter en termes de renouveau. Ils sont très critiques avec vous, hein. Oui, c'est plutôt bon signe. Oui, non, c'est plutôt bon signe parce que vu leur bilan et leurs résultats, s'ils commencent à faire des compliments, ça commencera à m'inquiéter. Vous n'avez pas cité Bruno Retailleau? Non, parce que lui, il n'a pas de responsabilité directe dans la faillite. Alors malheureusement, il a été ministre d'Emmanuel Macron. Oui, c'était la fin de ma phrase. C'est malheureusement compromis quelques mois dans le macronisme. Oui, c'est vrai que ça ne comment dire, il a un passé de souverainiste avec Philippe de Villiers, il a fait des belles choses en Vendée, c'est à lui de dire, mais il est vrai que le temps passe et que plus le temps passe, plus les jours passent. Parce que Jean-François Copé n'a jamais frayé avec la majorité de M. Macron. Oui, mais il était macroniste avant que Macron existe, Monsieur Copé. C'est-à-dire, oui, entre le fait qu'il truque les élections pour prendre son propre parti, qu'il envoie son propre parti au suicide kamikaze, en truquant les élections ridicules. Je vous rappelle qu'ils avaient fait scission, il y avait 2 groupes de parlementaires pendant quelques jours. Enfin, Copé, c'est le suicide de la droite. Alors moi, je m'en fiche parce que ça fait longtemps que j'ai quitté l'UMP avec le référendum de 2005. Mais franchement, Monsieur Copé, s'il me faisait un compliment, ça m'empêcherait de dormir. Vous avez quitté l'UMP. Il y a un autre homme qui a quitté les Républicains il y a quelque temps pour vous rejoindre et être aujourd'hui votre allié, c'est Éric Ciotti, président de l'UDR, parti allié au Rassemblement national. C'est intéressant ce que vous dites parce que voilà ce qu'il dit et ce qu'il demande aujourd'hui à Bruno Retailleau, le patron des Républicains.
Je dis à Bruno Retailleau qu'il va être contraint de se retirer. Je connais, je sais par avance les pressions qu'il va subir de monsieur Larcher, de madame Pécresse. Et donc, avant de subir cette humiliation, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner, c'est impossible aujourd'hui. Et donc, je l'appelle à rejoindre cette grande alliance des droites. C'est le seul moyen d'enrayer le déclin aujourd'hui. Je lui dis en conscience. Rejoins-nous. Est-ce que vous dites la même chose à Bruno Retailleau, sachant qu'il y a 2 minutes, on vous a posé la question sur des personnalités de gauche, et vous nous avez dit, si on lance un appel aujourd'hui ou on donne un nom, on leur met une cible dans le dos. Est-ce que vous considérez que Bruno Retailleau a vocation un jour à rentrer dans un gouvernement de Jordan Bardella, lui qui répète interview après interview, il n'y aura pas avec moi de compromission avec le RN? Mais il a été souverainiste, hein. Il s'est battu contre le traité de Maastricht, il s'est battu contre la Constitution de 2005. Il n'a pas voté, c'est un des rares avec mon ancien mentor Nicolas Dupont-Aignan, à ne pas avoir voté le traité de Lisbonne, hein, qui était une infamie, hein, puisque ça remettait en cause un vote souverain du peuple français. Donc il a quand même un parcours qui n'est pas inintéressant. Je n'ai jamais compris, d'ailleurs c'est public, hein, je l'ai dit sur BFM TV 10 fois, je n'ai jamais compris pourquoi M. Retailleau était allé dans ce gouvernement, dans cette galère, allait se compromettre là. Bon, il a fait un certain nombre d'erreurs, mais bon, le Rassemblement national, l'Union nationale, c'est de prendre les bonnes volontés. Donc il n'est pas trop tard, mais vraiment, chaque jour qui passe, M. Retailleau fait des déclarations un peu abracadabrantesques qui renient son héritage souverainiste. Et c'est vrai que bon, voilà, l'héritage, il commence à faire un peu grise mine. C'est un peu la peau de chagrin. Donc il est effectivement urgent. Et M. Wauquiez, alors, M. Wauquiez. Oh, bah, M. Wauquiez, c'est fini. Non, mais Wauquiez, c'est pas possible. Je veux dire, Wauquiez, c'est quelqu'un qui a été ministre d'Emmanuel Macron, oui, mais quelqu'un qui ne l'a pas été, non. Mais Wauquiez, c'est comme le climat, la météo en Bretagne. Il change plusieurs fois par jour. Ah oui. Mais c'est quand même, vous allez être obligé d'élargir, parce qu'en plus, vous avez très peu au Rassemblement national. Pour constituer un gouvernement, vous avez très peu de personnes qui ont une expérience politique avérée, qui ont une expertise sur certains sujets qui sont des sujets capitaux, comme notamment un sujet qui est très important et que vous négligez un petit peu, qui est celui de la défense de l'environnement, du réchauffement climatique. Oui, mais c'est aussi une question, je vais répondre sur l'environnement, mais c'est aussi une question de tempérament. Et c'est un peu la réponse aussi sur M. Wauquiez. Si vous voulez redresser la France, il ne faut pas une espèce de 5e colonne qui, à peine installée au gouvernement, va vous planter dans le dos et penser qu'à sa pomme. Voilà, donc M. Wauquiez, pour exister, s'il faut être pour l'Europe, il est pour l'Europe. S'il faut être contre l'Europe, il est contre l'Europe. Et puis tout le contraire de tout, et ce contraire, bien au contraire. Voilà, donc M. Wauquiez, on ne peut même pas lui faire confiance. Or là, on a besoin de gens fiables, courageux, qui ont une ligne, qui ont une colonne vertébrale pour redresser le pays. Et effectivement, il y a un certain nombre de sujets, Monsieur Tréhard, où il faut éclaircir nos positions. Ah, il faut que vous les éclaircissiez, oui. Oui, bah, merci vous en serez juge, sans doute, nous améliorer, parce qu'il ne faut pas être dans l'arrogance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des bons sondages, ça fait toujours plaisir, hein, ça fait plus plaisir d'être justement que pas, mais il faut prendre ces sondages avec humilité, il faut beaucoup travailler, parce qu'on a des gens qui étaient sans doute de bonne volonté par le passé, qui ont gagné le pouvoir, et qui, une fois qu'ils ont gagné le pouvoir, n'ont pas su quoi en faire. Alors justement, Jean-Philippe Tanguy, Tréhard, Anthony Lebos-Notre a rejoint un service politique de BFM TV. Bonsoir Anthony, vous faites allusion au sondage du jour publié par l'Institut ELAB pour la Tribune dimanche et pour BFM TV. Anthony, sondage qui donne Marine Le Pen très largement en tête au premier tour. On pourrait même dire qu'il n'y a pas d'effet de sa condamnation en appel cette semaine. Oui, c'est l'enseignement principal de ce sondage. Et là, pour la Tribune dimanche et BFM TV, Marine Le Pen domine très largement. Et on va se plonger dans 2 configurations de premier tour. Regardez cette première configuration où Édouard Philippe serait l'unique représentant du bloc central au premier tour. Marine Le Pen largement en tête, 35%. Loin devant Édouard Philippe avec 16,5%. Il reste quand même le candidat le mieux placé du bloc central. Et dans ce cas d'espèce, seule la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de 2022 voterait pour Édouard Philippe. Le 3e homme de ce premier tour, selon les intentions de vote de ce sondage, c'est Jean-Luc Mélenchon. 16%, c'est le score le plus haut jamais atteint par le leader de la France Insoumise en sondage avant la présidentielle. Loin devant, encore une fois, d'autres concurrents, candidats ou prétendants, Raphaël Glucksmann ou Bruno Retailleau. 2e configuration, cette fois de premier tour, dans le cas où Gabriel Attal serait l'unique représentant du bloc central pour cette présidentielle. Et dans cette hypothèse,
hypothèse, eh bien un second tour, un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen deviendrait plausible. 34% pour Marine Le Pen, près de 20 points devant Jean-Luc Mélenchon à 14,5%, devançant d'un petit point Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Ce que l'on observe, Marc, globalement dans ce sondage, c'est que Marine Le Pen est en progression, plus 3 points par rapport à la dernière mesure de 2026. Elle est surtout en tête, regardez, dans quasiment toutes les catégories d'âge et professionnelles, hormis les 18-34 ans où c'est Jean-Luc Mélenchon qui la devance. 41% des actifs voteraient pour Marine Le Pen au premier tour. Pour les cadres, 23%, chez les ouvriers, 55%, chez les retraités, 38%. Ouais, ce qui est intéressant, Anthony, avec la prudence de rigueur sur les sondages de second tour que vous allez nous donner maintenant, c'est que Marine Le Pen l'emporterait dans tous les cas de figure au second tour. Oui, elle gagnerait dans toutes les configurations testées dans ce sondage face à Édouard Philippe, qui est quand même l'hypothèse la plus probable. À date, ce serait une victoire serrée, 52% d'intention de vote pour Marine Le Pen, 48% pour Édouard Philippe. On est clairement dans la marge d'erreur. Face à Gabriel Attal, une victoire légèrement plus nette pour la chef des députés du Rassemblement national, 54%, 46% pour l'ancien Premier ministre. Face à Jean-Luc Mélenchon, et c'est une hypothèse qui devient donc plausible au regard de ce sondage, c'est une victoire très large pour Marine Le Pen, 67,5% contre 32,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce cas d'espèce, il y aurait une très grosse abstention chez les électeurs socialistes et du centre. Face à Raphaël Glucksmann, s'il se déclare candidat, et vous avez tenté de le lui faire dire, Marc, tout à l'heure, Raphaël Glucksmann perdrait avec 41,5% des intentions de vote. Marine Le Pen gagnerait là encore cette configuration de second tour pour la présidentielle. Enfin, même destin pour Bruno Retailleau qui s'inclinerait devant Marine Le Pen. Victoire à 56% pour Marine Le Pen, 44% pour Bruno Retailleau. Voilà un peu la photographie à l'instant T des rapports de force à 280 jours précisément, Marc, j'ai compté, du premier tour de la présidentielle. Merci Anthony. Ce n'est qu'une photographie, comme on dit à chaque fois pour un sondage, mais c'en est une qui montre en tout cas une dynamique, une poussée. C'est intéressant chez les retraités, parce qu'elle était souvent handicapée, entre guillemets, chez les retraités pour ses positions sur l'Europe qu'elle a fait évoluer, mais on va en parler. Les retraites, bon voilà, elle n'a pas changé encore aujourd'hui, mais les retraités avaient quelques préventions à voter pour elle, et maintenant il semblerait qu'ils votent pour elle. Qu'est-ce qui peut la faire perdre? Alors, à mon avis, plusieurs choses. La première, vous savez, les candidats et les candidates, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une embardée, c'est alors en dehors du calendrier judiciaire, évidemment, puisqu'il peut y avoir le calendrier judiciaire qui l'embarrasse. La deuxième chose qui peut la faire perdre en dehors d'elle-même, c'est, je dirais, le flou du programme. Et sincèrement, sur énormément de points, alors que la France est prise dans une dette absolument colossale, abyssale, de plus de 3 000 milliards d'euros, eh bien, je vois pas où Madame Le Pen peut faire des économies, ou comment Madame Le Pen peut redresser le pays, simplement en nous disant, eh bien, on va fermer le robinet vis-à-vis des aides sociales accordées aux immigrés. C'est là où il y a un grand, à mon avis, un grand mystère, un grand flou. Et puis sa position sur les retraites. Comment imaginer qu'on puisse réformer et rétablir l'économie française quand on sait que un tiers de la dépense publique dans notre pays vient des dépenses sociales, et dans les dépenses sociales, les retraites pèsent un poids très important. Comment on peut imaginer redresser notre pays si on laisse l'âge de départ à la retraite à 62 ans, comme elle souhaite le faire, alors que la plupart d'ailleurs des pays européens, de nos voisins, sont à 64, 65, voire 67 ans. Eh bien, ça me paraît complètement irréaliste, je veux dire, complètement irréaliste. Et ça, c'est, à mon avis, un handicap majeur du programme de Madame Le Pen. Irréaliste, votre projet sur les retraites, Jean-Philippe Tanguy? Non, bah, beaucoup de choses ont été dites sur le projet sur les économies. Chaque année, on fait un contre-budget qui est présenté. Alors, il y a la baisse de dépenses sur l'immigration. Alors, c'est quand même un gros robinet, pour reprendre votre expression. Mais bon, nous, on a documenté des baisses de 57 milliards sur une seule année des dépenses, 50 milliards nets par rapport à quelques augmentations qu'on fait ici. Et ils sont documentés, voilà. D'ailleurs, ça n'a pas été remis en cause par nos adversaires. Ils critiquent le fait qu'on est trop dur avec l'Europe et qu'on est trop dur avec la migration. Mais c'est pas une analyse économique, ça. C'est l'analyse politique, parfois de l'analyse morale. Mais nous faisons un grand ménage. En fermant le robinet, comme vous le dites, sur l'immigration, enfin sur l'aide aux immigrants,
vous gagnez pas 50 milliards d'euros. Non, c'est entre la première année 12 milliards et à terme 16 milliards par an. Donc il y a des économies sur le MIFA administratif, sur la bureaucratie, sur l'agencification de l'État. Mais sur les retraites, Jean-Philippe Tanguy. Oui, enfin d'accord, mais excusez-moi de défendre quand même le travail qu'on a réalisé à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi progressé chez les retraités, c'est qu'on a bien travaillé avec notre groupe et nos 140 parlementaires, avec nos alliés de l'UDR. Mais sur les retraites, on est en rupture, c'est vrai, Monsieur Tréhard, avec cette vision de la gestion de la pénurie. Voilà, ça fait, moi j'ai conscience de la politique depuis une bonne vingtaine d'années. On ne parle que de la gestion de la pénurie, que du malthusianisme, que de réformes paramétriques qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Pourquoi ça fonctionne pas? Vous dites qu'on est en rupture, Jean-Philippe Tanguy. Vous êtes, de ce point de vue-là, d'accord avec une partie de la gauche? C'est-à-dire, on peut revenir à 62. Ils ont fait pareil au pouvoir. Hein. Je veux dire, Monsieur Hollande, là, il s'est réinventé une vie. Mais enfin, la réforme Touraine, c'était 43 ans d'annuité. Hein. Ça valait pas mieux qu'Édouard Philippe. On est obligé, une bonne fois pour toutes, si on mettait l'âge de départ à la retraite à 67 ans, avec des exceptions, j'entends bien, pour ceux qui ont des carrières où ils commencent très tôt dans la vie professionnelle. Marine Le Pen. Mais je vois pas comment, avec ce que vous proposez, même ce que propose Monsieur Bardella, qui est un peu différent de ce que proposait, et je pense que vous êtes plutôt d'accord avec ce que disait Monsieur Bardella, c'est-à-dire que Monsieur Bardella, il veut grosso modo, vous corrigez si, il veut supprimer l'âge pivot et il veut prendre le nombre de trimestres, supprimer l'âge légal. L'âge légal, mais c'est l'âge pivot. Oui. Et prendre le nombre d'années travaillées. Non, mais c'est la réforme. Ça, c'est très bien, mais finalement... La réforme de Marine Le Pen, ça a toujours été que l'annuité était plus importante que l'âge légal. Jordan Bardella n'a pas dit qu'il fallait le supprimer. Il critiquait le discours d'Édouard Philippe et il indiquait que les annuités comptent plus, évidemment, que l'âge légal. Mais il faut quand même un âge légal. Mais la réforme de Marine Le Pen, c'est déjà ça, Monsieur Tréhard. C'est quand vous avez commencé à travailler tôt, vous pouvez partir plus tôt. Mais si vous avez commencé à travailler à 25 ans, vous pouvez partir à 62 ans, mais il y aura une grosse décote. Donc vous partez pas à 62 ans. Et en fait, la réforme de Marine Le Pen... Et vous résoudez pas le problème, alors? Mais si, parce que c'est le nombre d'annuités qui compte. Et il faut favoriser l'emploi le plus tôt possible des jeunes, parce que les jeunes en France rentrent trop tôt sur le marché du travail. Et ensuite, pour ceux qui le peuvent, il faut favoriser le cumul emploi-retraite pour les gens qui ont des métiers physiquement non pénibles ou qui ont l'opportunité de pouvoir commencer à travailler plus tard. Et tout ira bien, parce qu'aujourd'hui, ce qui a toujours été sous-estimé depuis la réforme Fillon, Monsieur Tréhard, c'est le report des fausses économies qu'on fait sur le déport de l'âge légal sur les autres comptes de la sécurité sociale. Parce que quand vous êtes abîmé au travail, vous passez en invalidité, c'est la Sécu qui paye. Vous passez en allocation handicapée, c'est la Sécu qui paye. Vous passez en chômage pour les aînés, les seniors, c'est la Sécu... Vous êtes pour une part de capitalisation? Mais oui, on a toujours été pour une part de capitalisation. Ça, c'est un peu le faux scoop sur Marine Le Pen. C'était le fonds souverain. Marine Le Pen voulait défendre le fonds souverain. Et vous allez créer un fonds souverain, alors? Absolument. Ça sera alimenté comment, alors? Par l'épargne volontaire des Françaises et des Français. L'épargne des Français? Oui, avec différentes options que nous allons préciser, qu'on va améliorer, qui seront à la fois moyen d'être actionnaire de l'entreprise France, favoriser la relance économique et la productivité, parce qu'il n'y a aucune, et j'en finirai là-dessus promis, il n'y a aucune solution à la crise des finances publiques et au financement des retraites si on n'améliore pas la productivité. Ça n'existe pas. Aucun candidat n'a de solution magique pour financer les retraites à long terme sans la relance de la productivité, de la croissance. Ça n'existe pas. Voilà, vous pouvez faire souffrir les gens autant que vous voulez. Il n'y a pas de solution sans relance de la productivité. Jean-Philippe Tanguy, Yves Tréhard, vous savez que cette semaine, le Rassemblement national a dévoilé la première photo de campagne de Marine Le Pen. On vous a préparé un petit montage. C'est le nôtre. C'est pas la vraie affiche telle qu'elle va être collée un peu partout. Au milieu, on a mis votre candidate avec ce slogan, donc Marine Le Pen, la Renaissance. Et puis, elle est à gauche. Pardon, vous la voyez, parce qu'au milieu, c'est pas elle. Effectivement, au milieu, vous aurez reconnu le Christ. Et à droite, le Titanic, avec effectivement un peu la même posture sur la proue du bateau. C'est Jésus, c'est le Titanic, c'est quoi la référence? C'est Marine. Ça s'est mal fini dans les deux cas. Écoutez, si on lègue un héritage de 2 millénaires et une pensée qui a changé le monde, je pense qu'on aura fait notre travail au Rassemblement national. Mais ça veut dire quoi la Renaissance? Mais Renaissance, c'est vrai que c'est la communauté entre un destin, parce que la 5e République, c'est la rencontre d'un destin et d'un peuple. C'est le parti de M. Attal aussi. Oui, mais pour ça n'aura pas laissé des souverains impérissables. La Renaissance, ça dépasse M. Attal. Heureusement pour la Renaissance, c'est un des plus grands mouvements des humanités et de la beauté européenne que le continent ait connu. Heureusement, ça appartient pas à Emmanuel Macron, mais c'est ce croisement entre un destin, Marine Le Pen, et une aspiration à relancer la France, à la revoir renaître, sortir de cette défiguration. Et c'est un message d'optimisme.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le regrette, il n'y a que 2 partis politiques qui font de la politique, je préférais que les autres nous rejoignent. Il y a M. Mélenchon avec sa Nouvelle France, qui est une rupture, mais un projet paradoxalement d'espoir pour certaines personnes, mais pour moi qui m'effraie beaucoup. Mais enfin, il y a une perspective, il y a un horizon. Et il y a Marine Le Pen qui propose ce Vous projet de souhaitez que ce renaissance. soit votre concurrent Non, principal? Marine Le Pen avait désigné Édouard Philippe parce qu'il incarne le système que l'on combat, mais force est de constater, et je le regrette, Alors, que M. Mélenchon a réussi c'est son très entrée en campagne. intéressant parce que Il a réussi son entrée en campagne. Regardez les sondages. Ne pas voir le... Vous voyez, je disais tout à l'heure, il faut respecter ses adversaires. Alors, je ne respecte pas la ligne idéologique de M. Mélenchon, mais je ne sous-estime pas ce qui est intéressant, son talent et ceux de son équipe, parce qu'il n'est ce pas qui est seul, intéressant, comme c'est Marine qu'on Le fait Pen n'est pas souvent la seule, d'ailleurs. comparaison justement sur les sujets économiques entre le Rassemblement national et la France insoumise. Alors, une question. Vous avez un parcours politique qui a toujours été à droite, puisque vous avez été, vous l'avez dit, anciennement l'UMP, et puis après avec Debout la France. Donc vous êtes un homme de droite, avec des convictions de droite. Vous avez la Croix de Lorraine. Madame Le Pen dit « je suis ni de droite ni de gauche ». Comment vous pouvez vous entendre tous là avec Elle est finalement plus un gaulienne. capitaine qui dit « moi non, je suis pas de droite ». Ah, c'est ce que disait pour le Elle se coup, fâche d'ailleurs quand on lui dit. Oui, mais c'est ce que disait le général de Gaulle. Elle aspire à diriger la France et vous êtes la présidente de tous les Français, toutes les Français. Vous n'êtes pas d'une branche politique. Et voilà, le général de Gaulle disait la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite. Et Marine Le Pen s'inscrit dans cette tradition qui, à mon avis, fait aussi sa popularité. Voilà. Et on peut d'ailleurs aller la soutenir sur le site marinelepen.com. Sans transition, Jean-Philippe Tanguy, vous serez devant votre télévision mardi soir pour match des Bleus. Alors, je suis très mauvais en foot. Vous ne savez pas qui on affronte mardi? Si, l'Espagne, mais voilà. Mais vous suivez quand même. j'étais consterné par la déclaration. Alors, j'allais vous interroger là-dessus. Monsieur Rajoy, ancien Premier ministre, Mariano Rajoy, ancien Premier ministre espagnol qui a dirigé le pays pendant 7 ans, conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France. Voici ce qu'il dit: la France dispose d'un effectif de très haut niveau, cela dit, sans aucun Français, l'équipe de France, mais elle joue très bien, ce sera un adversaire redoutable. Quelle est votre réaction à ça? Je suis consterné, c'est absolument pitoyable comme déclaration, donc j'espère qu'il s'excusera. Et j'ai une pensée pour nos joueurs qui sont français, qui aiment la France, qui défendent nos couleurs. Et puis j'ai une pensée pour tous les Françaises et les Français qui vont entendre cette déclaration et qui vont légitimement, malheureusement, se sentir meurtris, vexés. Voilà. Une pensée pour tous les joueurs, y compris ceux qui, par le passé, je fais référence à Kylian Mbappé, ont pris des positions très nettes contre le Rassemblement national. On se souvient de ses propos voilà, mais moi, si vous voulez, en mai dernier. Ça ne vous empêche pas de les soutenir. Kylian Mbappé qui dit je sais ce que ça signifie, quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, donc comme vous, Jean-Philippe Tanguy, arrivent aux commandes. C'est ce qu'il avait dit au mois de mai à Vanity Fair. Vous lui en voulez aujourd'hui de ses propos ou pas? Non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il se trompe. Moi, je suis disponible d'ailleurs avec tous les membres du Rassemblement national et Marine Le Pen la première pour le rencontrer, lui et d'autres d'ailleurs, il n'y a pas de privilège particulier pour lui expliquer, pour lui montrer qu'il a tort, mais je ne vais sûrement pas, ne pas défendre un compatriote qui soit joueur de foot ou qui soit n'importe quelle profession ou pas d'ailleurs dans notre pays, parce qu'il est contre le Rassemblement national. Moi, je défends toutes les Françaises et tous les Français, et d'ailleurs aussi les étrangers en situation régulière qui aiment notre pays, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent en France. Est-ce qu'ils doivent chanter la Marseillaise? Comment, pardon? Est-ce qu'ils doivent chanter la Marseillaise avant les matchs? Bien sûr qu'il faut chanter. C'était quelque chose que Jean-Marie Le Pen pointait. Il disait c'est pas normal à l'époque. C'était je l'ignorais. Il y a 20 ans. Moi, je l'ignorais. Je me souviens de Jacques Chirac qui était avec Terrassa parce que le Marseillaise était sifflé. Mais oui, il faut chanter la Marseillaise. Mais il me semble qu'elle est chantée, non? Oui, il la chante plus souvent qu'avant. Oui, c'est sûr. Et donc, vous ne serez pas devant le match. Vous serez le seul qui ne regardera pas le match. Mais j'aime pas mentir, donc c'est bon. Vous avez raison. D'habitude, on nous dit c'est formidable, je regarde le match. Merci. Merci. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous demander de pronostic. Non, mais parce que si vraiment vous le non, mais parce que moi j'aime les gens qui soient heureux, donc moi je suis heureux pour mon pays. Mais les politiciens, si vous voulez, qui s'inventent toujours des passions et des hobbies pour faire des voix, moi je trouve ça pathétique. Je connais rien. Je suis incapable de savoir ce que c'est le hors-jeu. J'ai rien compris. On vous expliquera en antenne, si on arrive à l'expliquer. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Yves Tréhard. Un rendez-vous demain exceptionnel sur l'antenne de BFM TV, 19h. Entretien